Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. Vous êtes bien sur la radio des femmes, des enfants et de la musique, fréquence 87.9 Dakar. Et c'est avec un plaisir réel que nous recevons ce matin le ministre des Sports, M. Matarba. Il est par ailleurs maire de la ville de Fatick. Bonjour, M. le ministre. Bonjour et bonjour à l'ensemble des agents de FEM et FM. C'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à votre invitation. Et bonjour aussi aux auditeurs. Vos premiers mots à l'endroit de nos auditeurs pour l'année 2017. Mais souhaiter à l'ensemble des Sénégalais, à l'ensemble du peuple, parce qu'en réalité, le monde maintenant est un village planétaire. Et un petit village qui est là, qui est connu de tous, et les Sénégalais sont partout. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bonne et heureuse année à tout le monde, une santé de fer, beaucoup de paix surtout, mais aussi une réussite à toutes les entreprises. Et c'est tout le mal que je souhaite à l'ensemble de la population mondiale. Voilà. Actualité oblige, nous allons entrer dans le vif du sujet. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, la 31e édition démarre ce samedi. Avez-vous des informations sur l'équipe nationale, hébergement et état d'esprit même? Évidemment, si j'ignorais les informations au Gabon, je ne serais plus dans mon rôle. Parce que sachez que c'est l'État du Sénégal qui prend en charge toutes les questions liées à la prise en charge au transport international, mais aussi c'est l'État du Sénégal qui accompagne la fédération dans cette grande compétition. Et sachez que nous avons commencé depuis parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ignorent les mécanismes qui nous permettent d'avoir notre budget, mais aussi quand est-ce qu'on commence réellement la préparation. Et il y a de cela plus de 6 mois, la fédération, après notre qualification, je dirais, la fédération et le ministère se sont retrouvés en comité mixte pour voir qu'est-ce qu'il faut pour permettre à notre équipe nationale de faire une bonne préparation et de faire une bonne participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Et le budget a été arrêté, validé par l'autorité que je suis, et après ça, nous avons commencé à poser des actes concrets. Nous avons envoyé des missions au Congo-Brazzaville, le lieu de préparation, et à Franceville, là où l'équipe doit compétir. Et toutes les dispositions ont été réunies et le reste maintenant, c'est à l'équipe nationale, surtout aux joueurs, de faire le travail qui reste. Les primes ont été payées, les primes de participation et de qualification, mais nous pensons effectivement qu'avec l'encadrement technique qu'on a, les joueurs pétris de qualité qu'on a, l'organisation administrative de la fédération et l'appui constant et permanent de l'État, nous ferons une excellente compétition d'Afrique des Nations. Donc vous êtes en train de rassurer le peuple sénégalais que l'équipe est dans de très bonnes conditions. L'État a joué sa partition et la fédération. Le reste, j'ai dit, c'est au niveau des joueurs qui doivent entrer dans le terrain. Nous serons au niveau des gradins pour leur apporter une bonne chaleur positive. De toute façon, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de détails. Tout a été pris en charge concernant les primes de qualification et de participation. Et vous savez qu'on a loué un avion pour les amener à Brazzaville pour la préparation. On a fait de même pour les amener directement à Franceville. Vous avez vu l'accueil de l'ensemble des Sénégalais qui sont là. Ils ont eu un accueil populaire en arrivant en Franceville. Et je pense que ça a boosté le moral de ces jeunes qui savent qu'effectivement le peuple a quelque chose, le peuple veut quelque chose, le choix du peuple, le vœu du peuple, c'est avoir, en tout cas, faire une excellente CAN. Et les réactions des joueurs montrent effectivement qu'ils ont compris le signal du peuple. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de budget. Est-ce qu'on peut savoir le montant dégagé? Le montant dégagé aujourd'hui, c'est environ 2 milliards parce qu'on est à 1,8 milliard. Mais vous savez que ça ne prend même pas en compte les primes quand on gagnera la Coupe. Donc cela veut dire que le budget, il est prévisionnel. Mais dans la faisabilité, on peut aller au-delà de ça. Mais ce qui est important, c'est que l'État du Sénégal a pris la ferme décision de mettre toutes les conditions nécessaires pour permettre à nos jeunes d'être dans d'excellentes... dans un environnement qui leur permette de compétir dignement.
Alors, est-ce qu'on peut savoir comment vous avez étalé ces primes dont vous avez fait état concernant les jours? Est-ce que c'est étalé première phase, deuxième phase ou troisième phase? Mais c'est des primes d'objectifs. Avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tout match gagné, et tout le monde le sait, c'est 2 millions de francs qu'on donnait à chaque joueur, et 4 millions pour l'entraîneur. Mais s'il s'agit de la phase finale, après les primes de qualification et de participation, quand la compétition démarre, les primes sont fixées par objectif. Quand on passe le premier tour, on va vers les quarts de finale, il y a une prime qui est destinée aux joueurs. Et quand on se qualifie en demi-finale, pareil, et en finale, pareil. Donc tout a été budgétisé par la Fédération et l'État du Sénégal. Et ces primes-là seront versées quand ces objectifs seront atteints. Alors, quand vous parlez de primes, est-ce que les joueurs participent aux négociations quand vous fixez les primes? Mais bien évidemment, parce qu'en réalité, quand le comité mixte travaille avec la fédération, c'est parce que l'encadrement technique rencontre le capitaine qui représente les joueurs et des négociations sont entamées. C'est après ça que la fiche est arrêtée. Toute dépense qui n'est pas dans cette fiche-là ne pourra pas être exécutée. C'est pourquoi il y a quelque part, quand des gens demandent des primes, le ministre doit nous donner des primes par-ci, par-là, il ignore complètement comment les choses marchent. Ok, quand vous parlez de primes d'objectifs, est-ce qu'on ne risquerait pas d'assister à des négociations en pleine compétition? Non, il n'y a pas de négociation, tout est anticipé. On ne va pas en Coupe d'Afrique pour négocier. On va pour appliquer toutes les grandes décisions qui ont été prises par anticipation. Donc les primes sont fixées, même si le Sénégal accède en quart de finale, demi-finale. On connaît l'enveloppe qu'il faut dégager. Est-ce que les joueurs sont au courant des primes qui ont été fixées? Mais bien évidemment, j'ai dit que c'est une négociation qui a été entamée par la fédération, l'encadrement technique, avant de rencontrer le ministère. Et le ministère, surtout l'autorité que je suis, en dernier lieu, c'est moi qui dis je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. D'accord. Le Sénégal est classé premier par la FIFA, classement mondial qui place notre pays en tête en Afrique. Est-ce à dire que nous figurons parmi les favoris de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas, c'est pas parce qu'on dormait qu'on est premier. Depuis le mois de novembre, le classement n'a pas changé. Au moment où d'autres équipes perdent des places, nous maintenons notre rang. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que nos acquis ne sont pas importants. Moi, je valorise nos acquis et je continue à avoir de l'ambition. Ça, c'est un classement sur du papier. Maintenant, il y a un autre fait qui est là. C'est la Coupe d'Afrique, c'est du concret. On gagne les matchs en se battant à mouiller le maillot. Il faut oublier ce classement-là et se battre. Alors, le Sénégal est logé dans la poule B. L'équipe entre en lice ce dimanche. Quel message allez-vous lancer à vous protéger? Le message que j'ai toujours lancé et que le président de la République, en remettant le drapeau, l'a dit. Vous êtes pétri de talent, vous avez une fédération qui se bat, vous avez un État qui est à l'écoute et qui vous accompagne. Le reste, c'est mouiller le maillot. Battez-vous pour le peuple sénégalais avec beaucoup d'engagement, de volonté et de patriotisme, parce que nous croyons en vous et le peuple a des aspirations et vous êtes capable de le rendre heureux. Et voilà ce qu'il faut dire, parce que on ne leur demandera pas d'avoir la qualité technique. Ils les ont déjà. Ils ont beaucoup de qualité technique. Ils font partie des meilleurs Africains en Europe. Le reste maintenant, c'est de mourir sur le terrain, se battre jusqu'au bout. Alors, le Sénégal a joué 2 matchs de préparation, 2 victoires, mais on constate que le Sénégal a joué avec les marques Puma. Et le nouveau équipementier. À mon avis, ça, c'est pas beaucoup, c'est pas le plus important. Moi, je pensais que vous alliez me dire, est-ce que l'entraîneur a atteint ses objectifs? Parce qu'un match de préparation, il y a des objectifs déjà fixés et qu'on veut atteindre. Et que j'ai écouté l'entraîneur qui dit qu'il est satisfait de la préparation et l'équipe est au top. Donc, cela veut dire que c'est à 100% atteint ce qu'il recherchait, il l'a. Maintenant, par rapport à l'équipementier, je pense que moi, j'ai eu le président de la fédération qui m'a certifié que les équipements sont sur place. Et on abordera le premier match avec le logo de l'équipementier, Romaï. Pourquoi les joueurs n'ont pas toujours porté ces maillots? Mais ça, vous posez la question au président de la fédération. Moi, je n'accorde pas trop d'importance à cela. Ils ont signé un contrat avec un équipementier, c'est des responsables. Et je pense que les termes, et je suis sûr même que les termes du contrat seront respectés.
Alors, l'équipe nationale, c'est aussi le 12e Gaindé. Ces supporters ont-ils été pris en charge par le ministère? D'abord, il faut dire une chose. Le Sénégal a un président sportif qui nous donne des instructions pour qu'on accompagne tous ces segments de la famille sportive. Mais vous savez que la règle devrait être une mobilisation et une bonne organisation des supporters et des Sénégalais, qui sont des patriotes comme nous, pour pouvoir accompagner l'équipe nationale et ne pas toujours compter que sur l'État. Mais malgré tout, le président de la République m'a donné des instructions. J'ai donné une enveloppe de 25 millions au 12e Gaïndé et une enveloppe de 15 millions pour l'Association nationale de la presse sportive. Il y a des partenaires du football qui ont donné 20 millions, Orange, je peux le dire. Et ils ont donné aussi à la NPS. Il y a des individualités comme Gaston Beng qui a donné 1 million à chaque. Le reste, c'est à eux de continuer leur organisation pour accompagner l'équipe nationale. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que nous, dans notre fiche de prise en charge, les supporters ne peuvent pas faire partie de ces fiches-là. Nous, ce qu'on doit faire, on l'a déjà fait. Quand ils seront au Gabon, c'est à eux de créer une bonne organisation pour faire le travail qui les a amenés au Gabon. Je profite de l'occasion pour les féliciter et les remercier. C'est de hautes personnalités. Toutes les professions se retrouvent dans le comité de supporters du 12e Gaïndé, mais ils oublient tout par humilité et patriotisme. Ils suivent l'équipe nationale partout. Mais quand même, il faudrait que les choses soient dites. Ce n'est pas au ministre de payer l'hébergement ni de donner la dépense quotidienne aux supporters. La participation de l'État a été remise ici au ministère des Sports avec d'autres partenaires qui ont fait de même. Alors, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui le nombre de supporters qui sera présent? Mais le nombre de supporters, on ne pourra pas jamais compter parce qu'on trouve plus de 1000 Sénégalais ou bien 1500 Sénégalais dans cette ville-là, au Gabon et partout. Les Sénégalais qui vont quitter ici pour allier... Mais on ne peut pas les compter. Il y a des Sénégalais qui se payent les billets, la prise en charge et qui partent pour supporter l'équipe nationale. Il y a de véritables patriotes dans ce pays, hein, ce que les gens ignorent. Et ce que maintenant le comité Allez Casa et les autres feront, je ne peux pas le savoir parce que j'ai dit qu'ils ont une autonomie de gestion. Ils ont reçu une subvention, c'est à eux de faire l'organisation nécessaire pour pouvoir y aller. Quand on était à Guinée équatoriale, j'ai vu qu'ils ont loué un avion pour qu'ils les amènent et qu'ils les ramènent au Sénégal. C'était une excellente organisation. Il n'y a jamais eu de détails. Ils avaient un site, ils cuisinaient tous les jours. Il n'y a jamais eu de complainte. Même moi, je suis allé les rendre visite et ils nous ont même servi à manger pour te dire qu'il n'y avait aucun problème. Maintenant, ce qui va se passer au Gabon, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas. L'État appuiera, comme on le fait toujours quand on se déplace. On donne une enveloppe pour des billets pour les Sénégalais qui sont là-bas, pour les accompagner. C'est un franc symbolique. Mais l'organisation des comités de supporters, c'est une organisation interne. Même si c'est supervisé par l'autorité qui représente l'État. Parce que quand je suis là-bas, je représente l'État avec l'ambassadeur qui est là-bas. Et on est obligé de gérer tous les détails qui seront là. Alors, quel message pour le peuple sénégalais, ce peuple qui a soif de coupe? Le message, c'est les encourager dans cette ambition, qui est une ambition légitime, tout en leur demandant d'être raisonnables. Parce qu'une ambition sans raison, ce n'est pas bon. Donc, ce qui est extrêmement important quand on a des critères qui permettent d'avoir de l'ambition. Parce que le Sénégal, aujourd'hui, l'équipe avec les joueurs de qualité, une fédération qui est à la hauteur, un État qui est là pour épauler et créer les conditions, qu'est-ce qui reste? L'État a le droit d'avoir, ou bien le peuple a le droit d'avoir de l'ambition. Mais j'ai dit, nous sommes dans le domaine du sport. Quelle que soit l'ambition, il faut que la raison encadre cette ambition. Alors, compétition pour compétition, budget pour budget, nous allons parler de beach soccer. Nous avons entendu hier le capitaine de l'équipe nationale dans les zones de plusieurs radios de la place qui fait une sortie pour dire qu'ils n'ont pas reçu leur prime. Mais ils n'ont qu'à demander ça à leur fédération. Vous savez, le beach soccer, l'État du Sénégal s'est engagé à accompagner cette discipline lors des
des qualifications, nous avons donné l'avion militaire pour qu'ils les amènent au Cap-Vert et qu'ils les ramènent au Sénégal. Ça n'a jamais été le cas ici au Sénégal parce que l'État n'est pas obligé, l'État ne touchait pas à ces genres de discipline. Il faudrait que les gens apprennent les mécanismes, comment les choses se passent. Parce que quand on est capitaine de l'équipe nationale, quand on est dirigeant, le minimum c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. Si l'État devrait donner de l'argent à des joueurs, je pense que ce n'est pas aux joueurs de réclamer cet argent, c'est à la fédération qui gère cette discipline de poser le débat. Est-ce que vous avez entendu Augustin Senghor le poser? Ou bien quelqu'un d'autre? J'ai été très clair. Il ne faut pas que les Sénégalais ou bien quelques joueurs soient amnésiques. Moi, je ne fuis jamais le débat et je ne suis jamais dans la langue de bois. Quand j'ai passé la nuit à les attendre à l'aéroport, les journalistes que vous êtes, vous m'avez posé la question, est-ce que le président va les recevoir? Qu'est-ce que l'État va leur donner? J'ai dit, l'exception, c'est la réception du président de la République à des joueurs qui se sont battus pour leur pays. Ça ne peut pas être une règle. Si le sport est performant et que toutes les disciplines gagnent, vous pensez que le président va passer tout son temps à recevoir des athlètes qui ont gagné? Mais ce n'est pas ça. La première récompense d'un patriote qui se bat pour son pays, c'est gagner pour son pays. Mais on ne peut pas nous opposer le fait de donner des appartements, de donner des enveloppes et tout. Ça, ce n'est pas du ressort du ministère des Sports. Je vous ai dit, le ministère des Sports n'assure que la fiche qu'il a cautionnée avec la fédération. Et dans cette fiche, il n'y a aucune prime que le ministère doit à l'équipe de beach soccer. Donc il n'y avait pas de budget pour cette compétition, pour cette équipe? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, quand il y a une fiche validée par le ministre des Sports, après une concertation, une réunion, plusieurs, avec la fédération, c'est cette fiche-là qui doit être respectée à la lettre. Et cette fiche-là n'a jamais une rubrique qui parle de prime pour qui que ce soit. Et je vous ai dit, ça c'est pour toutes les disciplines. Mais ce qui s'est passé avec le beach soccer, la fédération a toujours pris en charge le beach soccer. Le beach soccer n'a jamais même été reconnu comme discipline au niveau africain. C'est maintenant que ça a commencé. Pour une qualification, la FIFA est d'accord, la CAF est d'accord, et la fédération est en train de prendre en charge cette discipline. Quand il s'est agi d'aller en Coupe d'Afrique, le président m'a saisi pour me dire l'équipe va en Coupe d'Afrique. Vous savez que le plus cher, c'est le transport international. Comment assurer le transport international? La fédération n'était pas dans les capacités financières de le faire et j'ai décidé de prendre en charge le transport international. C'était ça notre rôle dans cette affaire-là. Mais ce n'était pas de payer des primes comme on le fait, parce qu'ils font allusion toujours au 12e Gaïndé, ils font allusion au basket, etc. etc. Mais moi, je ne suis pas dans cette polémique de jeunes. Moi, j'agis avec beaucoup de responsabilité. Si on devait même de l'argent à ces jeunes-là, je pense que la manière de le faire n'est pas la bonne. C'est pourquoi, quand j'ai écouté cette réaction, j'ai saisi directement le président Augustin Senghor, qui est au Gabon, pour lui dire qu'il n'a qu'à gérer ses troupes et prendre ses responsabilités. Parce qu'en réalité, on ne peut pas tromper les gens en mettant sur la table un dossier qui n'existe pas. Moi, ce n'est pas aujourd'hui que je suis là. Je suis là depuis 2014, le 6 juillet plus précisément. Est-ce que vous avez entendu une seule fois des athlètes réclamer des primes au ministre des Sports? Ce n'est pas avec le football de plage que ça va commencer. Je regrette, mais ils font partie de ma famille. Mais ce n'est pas de cette manière qu'il faut gérer les choses. Alors, ils ont fait allusion au football et au basket. Est-ce à dire une manière de dire qu'ils sont lésés? Je ne suis pas dans la comparaison. Parce que cette comparaison ne tient pas la route. Toutes les disciplines sont traitées avec respect. Mais vouloir faire une comparaison 50-50 pour toutes les disciplines, c'est se tromper. Pourquoi? Ben, c'est se tromper. Remplir le stade Léopold Senghor, vous pensez que toutes les disciplines peuvent le faire? Est-ce que vous, journalistes, est-ce que vous avez suivi le beach soccer au Nigeria?
Il n'y a aucun organe de presse qui a envoyé des télés et des trucs. Pourquoi? Si c'était le football, tout le monde serait là-bas. Si c'était le basket, tout le monde le ferait. Trouvez la réponse à ces questions-là, vous verrez comment on gère les disciplines. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans les dispositions de les recevoir? Mais j'ai toujours reçu la famille sportive. Mais pour recevoir des joueurs, il faut que la fédération le demande. Mais vous pensez que moi, je peux appeler une équipe, venez ici, je vous reçois? Moi, je respecte les fédéraux. Parce que l'État a fait une délégation de pouvoir à des personnalités du Sénégal. Tout ce que tu fais dans leur domaine, tu le fais en concertation avec les fédéraux. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur la CAN. Maintenant, si un jour le président de la fédération me demande de le recevoir avec une discipline qu'il gère, mais nos portes sont ouvertes. On n'a jamais fixé d'audience à qui que ce soit parce que nous avons nos portes ouvertes pour l'ensemble des responsables fédéraux, l'ensemble des fédérations et groupements sportifs. Donc il n'y a pas de souci. Seront-ils reçus par le chef de l'État comme il le réclame? Je ne prends jamais de décision. Il ne faut pas le réclamer d'ailleurs. Il faut être sérieux. Ce n'est pas une question. On ne réclame pas une audience avec le président de la République. On demande une audience avec le président de la République. Et ce n'est pas l'équipe qui peut demander l'audience avec le président de la République. La fédération fait cette demande au ministère et le ministère saisit qui de droit. Et c'est le président de la République qui juge quand est-ce ou bien l'opportunité de recevoir qui que ce soit, comme tous les Sénégalais. Ce n'est pas eux seuls qui ont reçu qui ont gagné ici en Afrique. Donc, l'équipe de football U20 a gagné la médaille d'or. Depuis 1963, on ne l'a pas gagné. Est-ce que vous avez entendu ces jeunes-là taper sur la table pour réclamer des primes et réclamer quoi que ce soit? Quand même. Je rappelle que vous suivez votre émission Le Grand Oral qui reçoit monsieur le ministre des Sports, M. Matarba. Monsieur le ministre, le moyen faible de notre sport national reste les infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous faire le point sur le travail que vous menez concernant ce secteur? Je suis tenté de vous dire que le maillon faible était les infrastructures. Parce que le pas qu'on vient de poser est un pas extrêmement important. Quand je venais à la tête de ce ministère-là en 2014, le Sénégal devait jouer contre l'Égypte. Il n'y avait pas de stade. 2 jours après, je suis allé au stade Léopold Senghor qui était en réflexion pour prendre une décision qui a fait tiquer l'ensemble des sportifs du Sénégal. Parce que j'étais le seul à croire qu'on pouvait jouer là-bas le 5 septembre. J'ai dit, pour une question de souveraineté, il n'y a pas de plan B, on jouera au Sénégal. On s'est battu pour jouer au Sénégal. Mais après ça, nous avons attaqué le Demba Diop, nous avons attaqué d'autres infrastructures. Assane Diouf sera fait. Nous avons attaqué l'arène nationale. On a inauguré Alassane Djigo. On va faire Parcelles Assainies. On est en train de faire Ndiarem Limamoulaye. Ngalandou Diouf est en chantier. Nous allons lancer bientôt le stade régional de Kédougou, de Kaffrine et de Sédhiou. Les 3 stades qui ne disposaient, les 3 régions qui ne disposaient pas de stade régional. Je pense que ça, c'est un pas extrêmement important. Et c'est la première fois que l'État du Sénégal, parce que toutes les infrastructures qu'on a, pour ne pas dire la quasi-totalité, la plupart des infrastructures, c'était une coopération entre la Chine et le Sénégal. Mais le président de la République a puisé des deniers publics, de l'argent, des ressources du Sénégal pour investir dans le domaine des infrastructures. Et à combien s'élève ce montant? Mais vous savez, aujourd'hui, l'année 2017, nous aurons presque 12 milliards d'investissements dans le domaine d'infrastructures sportives. Et là, on ne prend pas en compte l'arène nationale et Dakar Arena qui est le palais de sport. Pour ne serait-ce que l'arène nationale, c'est 32 milliards. Et Dakar Arena va dépasser les 10 milliards. Donc vous voyez le volume d'investissement que son excellence le président Macky Sall est en train de faire dans le domaine du sport. Ça rassure. Alors vous avez cité des projets, Kaffrine, Sédhiou et autres villes. Est-ce qu'on peut savoir le deadline qui est fixé pour la livraison? Mais on va tout juste après la CAN lancer les travaux. L'arène nationale, la première pierre est posée depuis, mais on n'entend plus parler. C'est vous qui n'entendez pas plus parler parce que vous êtes des journalistes et vous avez l'obligation d'informer la population. Donc il faut vous déplacer vers les sites. Moi j'ai fait une visite il n'y a pas un mois. Une visite de tous les chantiers de la région de Dakar. Et nous sommes allés à l'arène nationale. Nous avons trouvé presque 400 Sénégalais sur le site en train de travailler et de gagner leur vie. Et que tout est en train de sortir de terre. Donc moi j'entends parler de ce qui se passe parce que je surveille mes chantiers. Est-ce que les chantiers seront livrés à temps?
Mais bien évidemment, il n'y a pas de souci. Les Chinois nous ont donné un deadline. Et je pense qu'avant 2019, le président va procéder à l'inauguration, avant l'élection. Autre stade, le stade Lat Dior de Thiès. Il est en chantier. Et on a déjà commandé le système d'arrosage qui est robotisé parce que nous voulons avoir du gazon naturel à Thiès. Parce que quand on aura ce gazon naturel et qu'on a déjà le gazon naturel de Léopold Senghor, on pourra déposer notre candidature pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations seniors de football. Nous allons déposer notre candidature pour quelle CAN 2020? Il y a un préalable, c'est terminer les chantiers, terminer Lat Dior. Quand on aura fini, on remplira les critères pour pouvoir... Autre problème qui se pose, c'est la gestion souvent des infrastructures au Sénégal. Quelles sont les mesures, les dispositions? On a des problèmes là-bas, mais on a donné les directives nécessaires parce qu'ils savent que j'attache du prix à cela. Le président nous a donné des instructions, on est en train de suivre. Mais les circonstances atténuantes pour certaines infrastructures, il y en a. Vous prenez Demba Diop. Si Demba Diop avait un autre stade à côté, Demba Diop n'aurait pas reçu autant de compétitions. Autre chose, vous prenez Lat Dior. Quand on aura fini Lat Dior qui va avoir un gazon naturel, si on ne reprend pas Maniang Soumaré, Lat Dior ne pourra pas supporter le nombre de manifestations dans la commune. Et là, si on surexploite un site, il y a détérioration forcément. Vous savez, le manque criard d'infrastructures influe sur la maintenance et la gestion des infrastructures. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour avoir le maximum d'infrastructures permettant à ceux qui gèrent ces infrastructures-là aussi de se reposer et de reposer le gazon et l'infrastructure. Donc c'est ça, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut maîtriser, mais il faut qu'ils se battent. C'est pourquoi nous mettons aussi les caméras de surveillance partout, parce qu'en général, ce n'est pas que la maintenance, c'est nous, avec nos pratiques là, on croit à plein de choses, où on peut couper le gazon pour mettre des cornes ou bien mettre n'importe quoi. Mais maintenant, on va éviter avec ce qu'on a dans le dispositif, les caméras de surveillance. Au Sénégal, on ne peut pas parler de foot sans pour autant faire allusion au Nawetan. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui génère beaucoup de violence. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que ça soit la lutte qui mobilise, le Nawetan qui mobilise, il suffit qu'il y ait une bousculade pour qu'on parle de violence. Vous savez, quand on s'enferme, vous et moi, au stade Léopold Senghor, on se bat, personne n'est au courant. Parce qu'il n'y a pas de buzz, il n'y a personne. Toutes les disciplines qui ne mobilisent pas, même s'il y a de la violence, personne n'est au courant. Mais le Nawetan et la lutte ne sont pas source de violence. Aujourd'hui, ce qu'on constate, la violence, c'est une question de société, ici dans notre pays. Les faits divers sont là, on entend des agressions, des meurtres partout, c'est de la violence. La politique, on est là, on se parle, avec une violence verbale, c'est de la violence. Mais maintenant, on cite les disciplines qui mobilisent le plus pour parler de violence. Cela ne veut pas dire qu'il faut combattre la violence sous toutes ses formes. Le Nawetan doit faire tout pour qu'il n'y ait pas de violence, mais il faut faire aussi la part des choses. Parce que quand une équipe joue, les gens rentrent dans le quartier et tout le monde est là et les gens se battent là-bas, c'est une question de sécurité publique aussi. Donc ce n'est pas que le Nawetan. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est le Nawetan qui doit être caricaturé comme de la violence. Ce n'est pas exact. Vous allez à l'intérieur du pays, les gens jouent au Nawetan, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a personne, vous n'entendrez jamais parler de combat. C'est à Dakar parce qu'il y a une mobilisation. Quand il y a 40 000 personnes dans un stade, quand il y a une bousculade, les gens parlent de violence. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu de mieux organiser ce mouvement Nawetan? Mais il est organisé, les gens tous les jours, ils se battent, vous les suivez, ils changent leur texte pour parfaire l'organisation et tout. Mais voilà, c'est ça. Moi, je suis un pur produit du mouvement Nawetan. Je ne fais pas une défense aveugle du mouvement Nawetan, mais c'est une grande école. Et je me pose la question, s'il n'y avait pas de Nawetan, que feront les jeunes pendant les activités de vacances? Activités de vacances, vous l'avez dit, le Nawetan souvent déborde dans son calendrier. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu de limiter une date? Ça c'est des dégâts collatéraux, du manque criard d'infrastructures sportives.
Si on avait suffisamment d'infrastructures sportives, le Navétane ne déborderait pas. Parce que chacun est libre de créer une association et de remplir les critères pour être membre du mouvement Navétane. Mais quand on a un seul stade à Dakar, ou bien deux, avec plus de 1000 ASC, c'est ça. Quand on aura fini de régler le problème d'infrastructure, le Navétane n'empirerait plus parce qu'ils auront le temps de programmer plusieurs matchs en un seul jour pour finir. En attendant que l'arène nationale soit disponible, la lutte va se poursuivre au stade Demba Diop. Bien évidemment. Et le gazon? On doit assurer le bon fonctionnement de toutes les disciplines du Sénégal. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas une arène nationale qu'on va arrêter la lutte. La lutte continue à s'organiser ici parce que la lutte, c'est notre fierté, c'est un sport national. On doit se donner les moyens pour permettre à tous les férus de la lutte de voir des combats de lutte. Ceux qui gagnent leur pain au niveau de la lutte aussi puissent le faire. Le gazon, il était là en 2014-2015 et nous avons organisé des séances de lutte. Il n'y a pas de détérioration parce qu'il y a un cahier de charge. Nous, ce qu'on refuse, c'est l'organisation des combats de lutte sur du gazon naturel. Mais le gazon synthétique, il faut remplir le cahier de charge pour protéger l'infrastructure et organiser les combats de lutte. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur le ministre, vous êtes aussi acteur politique, membre de l'Alliance pour la République. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous du champ politique sénégalais? Le champ politique est divisé en deux. Il y a des politiciens sérieux et il y a des politiciens qui ferment les yeux et qui tirent sur ceux qui bougent. Il n'y a que ça, hein? Vous savez, ce qui gangrène le milieu politique de ce pays, c'est que malheureusement, nous sommes dans la politique, mais il y en a qui ne comprennent pas les frontières. Un président de la République n'est pas assis sur un banc traversé, comme on le dit, où il peut être à côté et discuter ce qu'il fait. Le président de la République est assis sur une chaise. Il y a des décisions qui ne viennent que du président de la République. Mais même si le président de la République décide de venir vous rendre visite, il y a un politicien qui dit qu'il ne devait pas le faire. Mais comment on peut construire un pays comme ça? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi la posture du président de la République est une posture, en tout cas qu'on suit et qu'on aime bien. Cela veut dire qu'il fait l'essentiel, il travaille pour le peuple sénégalais. Maintenant, il laisse les gens qui ont le temps de bavarder de le faire. Je vous donne un seul exemple. Là où je suis ministre des Sports, il y a un ministre qui m'a précédé. Vous l'avez suivi avant-hier dire qu'au Sénégal, il n'y a pas de politique sportive. Moi, j'aurais démissionné si je sentais qu'il n'y a pas de politique sportive. Je n'accepterais pas d'être ministre des Sports. Est-ce une attaque personnelle? Non, mais ce n'est pas une attaque personnelle. Je dis la vérité. Je partage mon idée avec l'ensemble des Sénégalais. Il faut qu'on apprenne à démissionner et ne pas attendre d'être démis pour tirer sur le régime. Il était ministre des Sports. Qu'est-ce qu'il a fait? Son bilan, c'est quoi? Il a attendu d'être changé de poste avant d'être démis pour dire que au Sénégal, il n'y a pas de politique sportive. C'est dommage qu'un Sénégalais qui aspire à diriger ce pays, c'est qui exactement? Mais c'est Malick Gakou, il n'y a pas autre chose. Moi, je ne suis pas dans la langue de bois, je vous dis. Je ne suis pas incorrect. Je ne dis pas n'importe quoi, parce que je n'ai pas le droit de caricaturer que ce soit, mais quand on pose un débat sur la table, chacun peut se prononcer. J'ai dit, Matar Ba, ministre des Sports, si j'étais conscient qu'il n'y avait pas de politique de sport ici, j'aurais démissionné. Je n'attendrai pas une seconde ici. C'est une réponse pour lui dire qu'il y a une politique sportive. Et malheureusement pour lui, il a attaqué le côté infrastructure sportive. Et tout le Sénégal sait que nous sommes en train de faire d'énormes efforts pour régler la question des infrastructures sportives. Ça, c'est fermer les yeux et dire, je ne vois pas le ciel, personne n'y peut rien. Et ça, c'est dommage pour l'avenir du pays. Tous ceux qui aspirent à être président de la République devraient préserver l'institution qui est le président de la République. Devraient préserver le fonctionnement de ce pays-là. Parce que si on gâche tout, celui qui sera président de la République ne pourra pas gérer ce pays. Donc, il faut un respect à toutes les institutions. On ne dit pas que l'opposition ne doit pas être dans son rôle. L'opposition doit être dans son rôle. Mais on peut être un bon opposant, comme dans toutes les grandes démocraties. Quand il y a quelque chose de réussi, on le reconnaît. Mais on dit qu'on peut faire mieux. Mais dire que rien ne s'est fait, il n'y a aucun bilan, les gens ne feront rien, ça c'est se tromper. Et malheureusement pour eux, le peuple sénégalais est beaucoup plus éveillé. Aujourd'hui, ce qui était valable pour Abdoulaye Wade, pour Senghor, pour Abdou Diouf, n'est plus valable. Les Sénégalais qui écoutent les politiciens,
qui pensent qu'ils sont beaucoup plus intelligents que les politiciens, les citoyens lambda, vraiment, ces politiciens se trompent. Parce qu'en réalité, les Sénégalais sont les meilleurs juges. Et qui est dans l'insolence, l'invective, qui est dans la caricature négative, se trompe et perd son temps. Il n'aura jamais la confiance des Sénégalais. Les Sénégalais aiment les gens respectés qui disent la vérité, qui se battent pour leur pays, qui donnent des signaux de patriotisme. C'est ça ce qu'il faut faire et accompagner le développement économique de ce pays, parce que le président de la République, il fait sa mission. Tout ce qu'il investit là, quand il partira, il ne mettra pas ça dans sa poche. C'est pour l'intérêt des Sénégalais. Donc je ne vois pas pourquoi caricaturer et dire que les gens ne font rien, etc. etc. Ça, c'est peine perdue. Alors, cette position-là recuse le ministre de l'Intérieur pour qu'on lui retire l'organisation des élections législatives. C'est la même opposition qui a organisé, quand ils étaient au pouvoir, les élections ici, que ce soit le PDS, que ce soit un autre parti qui est contre. Ils étaient ici, la majorité, ils étaient ici dans le gouvernement, ils ont organisé des élections. Soit ils ont perdu, soit ils ont gagné. Il y a des premiers ministres qui étaient là. Est-ce ils étaient là à la tête de l'État. Pourquoi ils n'ont pas demandé au président d'enlever le ministre de l'Intérieur et de mettre un indépendant? Mais un indépendant, vous pensez qu'il est plus patriote que le ministre de l'Intérieur? Donc, ne jugez pas les gens comme ça, c'est trop facile et c'est trop léger. Donc vous n'êtes pas d'accord qu'on retire l'organisation des élections au Mais on ne peut pas le faire. Celui qui est garant de tout ça, c'est le président de la République. La lecture qu'il en fera, c'est la bonne lecture. Au Sénégal, ce n'est pas parce qu'on est d'un parti, on est ministre de l'Intérieur qu'on peut voler les élections. On ne peut pas le faire. Vous êtes toujours devant. Vous participez même au dépouillement des urnes et vous ne demandez pas l'autorisation pour donner les résultats à l'ensemble du peuple sénégalais. Mais je ne sais pas par quel moyen on peut voler des élections au Sénégal. Ça n'existe plus. Ça, c'est manquer de respect même au peuple sénégalais. Alors, ce qui se passe au Parti socialiste, un parti allié aux mouvances présidentielles, quelle lecture vous en faites, vous? Je n'ai pas de lecture, ce n'est pas mon parti. C'est un parti allié. Ils sont assez responsables pour gérer leurs problèmes. Même si le problème a atterri devant la justice? Mais c'est une autre raison pour que je ne me prononce pas. Parce que c'est pendant devant la justice. Est-ce que des questions politiques ne devraient pas être traitées au niveau de leur siège, de leur parti? Tu veux dire que ce qui est pendant au niveau de la justice, ce n'est pas une question de justice, c'est une question politique qui a été transférée. Si c'est vous qui le dites, vous prenez vos responsabilités. Moi, je pose juste la question. Mais c'est une question, pour moi, qui ne mérite pas que je réponde. Parce qu'en réalité, vous êtes dans l'insinuation. Moi, je suis dans le vrai et dans le concret. Alors, vous êtes responsable politique à Fatick. Récemment, des jeunes sont sortis dans la rue pour manifester. Là, je le regrette parce que le président de la République a tout fait pour sa ville. Le président de la République, avant même d'être président de la République, j'ai toujours l'habitude de dire que le développement de Fatick est collé au nom de Macky Sall, le président de la République. Il a promu beaucoup de Sénégalais, dont des Fatickois. Il a créé les conditions pour que des jeunes puissent avoir du travail. Je pense que c'est un mécontentement vis-à-vis de certains politiciens qui a dégénéré et qui a donné cela. C'est regrettable, les jeunes le savent. D'ailleurs, ils savent que leur leader naturel s'appelle Macky Sall. Ils l'aiment bien, ils sont très familiers. Donc, il n'y a pas de souci. C'est les carcans politiques que la famille politique, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Alors, mécontentement contre certains leaders, ça peut être même le maire, hein, ça peut être moi. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Ils veulent avoir du travail. Des fois, tout le monde ne peut pas travailler aussi. Hein. Quelle que soit la générosité des uns et des autres, tant que c'est une question de procédure, il y en a qui auront du travail en 2017, d'autres auront du travail en 2018. C'est une réaction de jeunes, on peut le comprendre. Donc il y a un manque de travail dans ce pays. Mais un chômage grandissant. Non, ce n'est pas un chômage grandissant. Il faut dire que le problème du chômage, ce n'est pas une question sénégalaise, c'est une question mondiale. Même aux États-Unis, il y a beaucoup de chômeurs. Partout, il y a des chômeurs. Le Sénégal, maintenant, le président se bat, il crée les conditions
pour que les privés travaillent, pour que les entreprises personnelles puissent donner quelque chose. Les gens se battent, ils créent les conditions parce que ce n'est pas du ressort de l'État de recruter tout le monde dans la fonction publique. Il est en train de créer les conditions à Diamniadio, partout, pour que d'autres privés puissent recruter les jeunes du Sénégal. Et je pense que nous ne sommes pas en train de reculer, on est en train d'avancer pour résorber le problème, le nombre de chômeurs. Y a-t-il une politique claire qui a été définie pour absorber Mais bien le taux de évidemment, chômage? je viens de le dire, vous allez à Diamniadio, ce qui est en train d'être fait là-bas. Ce sont des chantiers. Mais s'il n'y a pas de chantier, il n'y a rien de concret. Non, je ne parle pas de ces agences. Parce que les agences, tout le monde sait ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'argent qu'on prête aux jeunes pour leurs entreprises personnelles. Mais vous allez à Diamniadio, vous m'opposez le fait que c'est des chantiers. Mais s'il n'y a pas de chantier, il n'y aura rien. Vous qui êtes à FEM-FM, avant d'être FEM-FM, c'était un chantier. Le président de la République n'a fait que 4 ans, ici, à la tête de ce pays. Et il est en train de transformer ce pays-là. Et moi, je me réjouis que vous puissiez dire que c'est des chantiers. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition n'aura pas de chantier. Et c'est des chantiers qui sont réceptionnés. On attend que les investisseurs pour prendre des milliers de jeunes qui vont travailler dans ces chantiers, dans ces hangars-là. Alors, dernière partie de cette émission, nous allons un peu parler de la Gambie, la situation qui se passe en Gambie. Quelle lecture, quelle analyse faites-vous de cette position de Yaya Jammeh? La lecture qu'en fait le Sénégal. Je ne parle pas du citoyen lambda. L'État du Sénégal a une position très claire. Je suis un ministre de la République. Ma position est la position de l'État du Sénégal. Yaya Jammeh doit... Qui fustige, qui dit que la démocratie doit prendre le dessus sur tout. On doit accompagner le peuple gambien. Et puis Yaya Jammeh doit respecter sa parole, doit quitter le pouvoir. Et que le 19, le 18, à minuit, il devrait plus avoir la prétention de diriger la Gambie. Est-ce que dans ces négociations qui sont entamées depuis plusieurs semaines, le Sénégal y a participé? Mais le Sénégal, il y a plusieurs participations parce qu'on ne voit pas le Sénégal faire partie de la délégation qui va en Gambie, qu'on se pose la question. Le Sénégal joue un rôle extrêmement important au niveau de la CEDEAO. Donc tous les pays de la CEDEAO participent à ces négociations d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'aujourd'hui, Yaya Jammeh qui continue à camper sur sa position, n'avez-vous pas peur d'un probable conflit? On n'a peur de rien. On fait confiance à nos chefs d'État qui privilégient la démocratie, la négociation, la paix. Et on va suivre avec tout le monde ce qui va se faire dans les prochaines heures et prochains jours. D'accord. Monsieur Matar Ban, la radio Femme FM vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. C'était intéressant. Ça nous a permis de communiquer avec l'ensemble du peuple sénégalais. Et c'est toujours un moment fort pour moi. Alors, c'était votre émission Le Grand Oral. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné, en tout et Mando Ndoye. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté une oreille attentive. Rendez-vous est pris le week-end prochain. Merci beaucoup.